Bienvenue dans Voices from the Field ou Les Voix du terrain en français. Histoire de la santé rurale au Congo. Je m'appelle Dr Grace Mabiala. Je suis médecin généraliste, scientifique social, chercheur en santé maternelle et infantile et doctorante en gestion des systèmes et des politiques de santé. Dans cette série, Les Voix du terrain, je partage des histoires vécues en milieu rural au Congo. Les miennes et celles d'autres médecins et professionnels de santé qui, comme moi, ont soigné dans l'oubli, loin des projecteurs. Ce sont des récits bruts portés depuis le terrain pour faire entendre ce que vivre et soigner veut dire quand tout manque, sauf le courage. Aujourd'hui, pour ce 3e épisode, nous allons parler de la drépanocytose en milieu rural. Cette maladie génétique chronique touche des millions d'enfants à travers l'Afrique. Mais dans les zones rurales du Congo, elle reste encore trop souvent invisible, ignorée, mal diagnostiquée et mal suivie. Je vais vous raconter 2 histoires. 2 enfants, 2 parcours, 2 lieux, mais une même injustice. La première histoire est celle de Yann, un garçon de 12 ans vivant à Lukolela. C'était lors d'une mission mobile dans une région inondable de la cuvette centrale. Pour atteindre les villages, il fallait traverser des forêts, des savanes et surtout des bras entiers du fleuve Congo. Pendant la saison des pluies, tout devient plus difficile, mais nous y allions parce que là-bas, les populations n'avaient personne d'autre. Ce jour-là, nous sommes arrivés donc à Lukolela, un village qui est cerné par l'eau, sans électricité. Un adolescent de 12 ans, donc le petit Yann, s'est présenté avec sa mère. Il n'allait pas à l'école et vivait avec elle et sa sœur. Il est venu se plaignant de douleurs chroniques au niveau des os, dans le ventre. Il avait l'air épuisé. Et selon sa mère, ça durait depuis plusieurs années. À l'examen, j'ai immédiatement remarqué une rate très volumineuse. Sa peau était pâle. Il souffrait d'une anémie sévère. Mais ce n'était pas juste une anémie ordinaire, c'était une séquestration splénique, qui est une complication grave de la drépanocytose. Ni lui ni sa famille n'avaient jamais entendu parler de ce mot, drépanocytose. Personne autour d'eux ne connaissait la maladie. Pourtant, c'était bien ce qui le rongeait depuis plusieurs années, mais il n'avait jamais été diagnostiqué. Je me suis sentie saisie. Parce qu'en tant que médecin, on sait ce qu'il faudrait faire. Transfuser, hospitaliser, suivre, expliquer, accompagner. Mais sur place, on n'avait rien. On n'avait pas de laboratoire, pas de sang, pas de médecin spécialisé. Et on n'avait même pas la certitude que cet enfant serait revu après notre départ. Alors on a fait ce qu'on a pu. On a expliqué à la mère ce que voulait dire avoir une drépanocytose. On a soulagé l'enfant, prescrit des médicaments. On l'a réhydraté. Puis il fallait qu'on reparte parce qu'il y avait d'autres villages qui nous attendaient. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Peut-être qu'il n'a jamais été revu. Peut-être qu'il y a d'autres enfants malades dans sa famille. Mais cette histoire, je ne l'ai jamais oubliée. Elle m'a rappelé que parfois le plus dur, ce n'est pas qu'on ne sait pas, mais c'est qu'on sait et qu'on ne peut pas appliquer ce que l'on sait. Porter cette impuissance jour après jour était pour nous le plus difficile. La deuxième histoire que je vais vous partager est celle d'une fillette appelée Clarisse, âgée de 7 ans, vivant à Bwemba. C'est une autre région qui est bien plus à l'est. Et cette fille qui avait environ 7 ans souffrait de drépanocytose. Je la voyais souvent. Elle avait des crises fréquentes, douloureuses, avec des épisodes d'anémie très sévères. Et on lui avait indiqué une splénectomie. Elle devrait être transférée à Brazzaville pour cette opération. Mais le transfert n'était jamais venu. Le financement manquait. La logistique a échoué. On a continué comme on pouvait à Bwemba. Mais à Bwemba, il n'y avait pas de banque de sang, ni de laboratoire suffisamment équipé.
même pas un hémogramme. On devrait reconnaître les signes à l'œil nu, au toucher et malheureusement à l'expérience. À chaque crise, on tentait de la transférer à Gamboma, qui se trouve à quelques heures de route, et ces routes étaient remplies de boue, de ravins, de poussière et des nuits sans fin à conduire. Elle pleurait, elle était fatiguée et malheureusement nous aussi. Pendant longtemps, on s'est battu, sans médicaments, sans réel équipement, avec juste notre bonne volonté, jusqu'au jour où j'ai quitté la zone pour aller dans un autre lieu. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire honnêtement si elle vit encore. Je sais que son parcours n'aurait jamais dû ressembler à ça. Parce que tout ce dont elle avait besoin en réalité, c'était de recevoir les soins minimums. Mais elle n'avait même jamais reçu ces soins minimums-là. Ces deux histoires sont vraies, elles sont authentiques. Elles m'ont été confiées par deux collègues médecins que je tenais à remercier profondément. Il s'agit du docteur Junior Kikole, médecin généraliste formé à l'université Marien-Ngouabi, aujourd'hui basé à Brazzaville. Il a travaillé en mission mobile dans la cuvette centrale, apportant des soins de base dans les zones totalement enclavées. Et le deuxième, je veux remercier Dr Opongi, pédiatre en formation et ancien médecin de district à Bwimba. Il s'est engagé dans plusieurs projets humanitaires en lien avec la nutrition, le VIH et la santé infantile. Merci beaucoup les gars pour votre dévouement, votre humanité et votre fidélité aux plus vulnérables. Votre voix, c'est celle de milliers d'autres soignants actuellement en zone rurale. Pour mieux comprendre les implications médicales de ces situations et identifier les pistes concrètes d'amélioration, j'ai fait appel à une experte en la matière, le docteur Irène Onzoto Ibata. Le docteur Irène Onzoto Ibata est hématologue clinicienne, chef du service d'hématologie clinique à l'hôpital général Adolphe Cissé et enseignante à l'université Marien-Ngouabi. Elle est aussi promotrice de la campagne La drépanocytose Parlons-en, qu'elle coordonne activement en zone urbaine tout comme en zone rurale. Écoutons Dr Onzoto. Connaissant les réalités du terrain, ayant moi-même fait le terrain et étant spécialiste en hématologie, donc dans la prise en charge de la drépanocytose, nous avons plusieurs points d'action que nous pouvons donc proposer. Le premier point d'action, ou bien le premier élément important dans la prise en charge ou dans l'amélioration de la prise en charge des patients drépanocytaires dans ces zones rurales, est avant tout d'abord le choix et la qualité du personnel de santé. Alors, je m'explique. Dans ces zones rurales, généralement, les personnels de santé sont des personnels paramédicaux. Il s'agit généralement d'infirmières, d'assistants sanitaires. Lorsqu'il y a un médecin, ce médecin couvre généralement une longue et étendue. Donc, ce qui fait qu'à lui seul, il ne peut pas être présent dans plusieurs centres. Alors, l'idéal serait que ces personnels paramédicaux-là, qui sont fixes, qui sont sur place, puissent bénéficier d'une formation d'abord en amont. C'est-à-dire que dès le moment où ils sont envoyés dans ces zones où leur affectation sort, ils puissent bénéficier d'une formation en amont. Et cette formation en amont va être basée sur quoi? Va être basée sur la réalité du terrain. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez une infirmière, un assistant sanitaire qui sort fraîchement de formation, si je prends l'exemple sur le diagnostic de la drépanocytose, cet assistant sanitaire sait que pour diagnostiquer la drépanocytose, il faudrait la réalisation d'un électrophorèse de l'hémoglobine. Alors que dans ces zones rurales, nous n'avons pas d'électrophorèse de l'hémoglobine. Donc, il faut apprendre à cet assistant sanitaire, à cette infirmière, comment faire le diagnostic de la drépanocytose sans cette électrophorèse de l'hémoglobine. Et j'en reviendrai après dans les points suivants. Donc, il faut ces formations en amont. Puis, lorsque ces personnels sont envoyés, il faut également des formations continues, des formations in situ. Ce que l'on remarque, c'est que le personnel qui est dans les zones rurales, le personnel à l'intérieur du pays, bénéficie rarement des formations continues. Généralement, lorsqu'il y a des séminaires de formation, lorsqu'il y a des protocoles nouveaux qui apparaissent, ce sont les agents de santé qui sont dans les grandes villes qui sont sélectionnés pour aller par là. Alors que ceux qui ont le plus besoin
de ces formations sont ceux qui sont en zone rurale, parce que parfois, ils n'ont pas accès à l'Internet. Internet qui aujourd'hui est un outil de formation, eux n'ayant pas accès à cet Internet-là, ben, il va faire qu'ils ne sont pas formés. Donc, on aura un agent qui est là pendant 5-6 ans, qui n'a pas bénéficié de formation continue. Donc, il faut des formations en amont d'abord et des formations continues in situ. Soit ces personnes vont être déplacées dans les grandes zones proches. Je prendrai par exemple le cas de l'Ukulele. Donc, on prendra donc une formation qui aura lieu par exemple à Ifondo, où on prendra donc toutes les personnels qui sont dans cette zone-là de la Likoala, on les ramènera à Ifondo pour bénéficier d'une formation d'une semaine, de 2 semaines sur la prise en charge. Nous, on parle principalement de la drépanocytose, mais ça pourrait être sur le VIH, ça pourrait être sur le diabète, ça pourrait être sur l'hypertension. Ça, c'est le premier volet. Et pourquoi pas une année, 2 ans ou quelques mois plus tard, venir également à Pointe-Noire, à Brazzaville pour bénéficier d'autres formations. Aller également à l'extérieur du pays pour bénéficier d'autres formations, pour participer aux formations organisées par des organismes internationaux, que ce soit l'OMS, que ce soit le PAM, que ce soit l'UNICEF. Il y a tout le temps des formations comme ça qui se fait. Et la première option, c'est comme j'ai dit, le choix du personnel et la qualification de ce personnel. Donc, il faut mettre un point important, il faut insister sur la formation de ce personnel. Donc, voilà les propositions que nous faisons. Former le personnel en amont, dès le moment où ils sont affectés dans ces zones-là, sur les réalités de ces zones-là, et former le personnel pendant qu'il se trouve dans ces zones-là. Lorsqu'il y a des délégations, comme nous, on a fait partie donc, de la délégation, je l'ai dit, du ministère des Affaires sociales, venir également avec des formateurs lors de ces délégations, parce que l'aide aux personnes sinistrées passe par tout cela, passe par l'amélioration de leur qualité de soins. Nous, en tant que médecins, nous étions venus comme délégation médicale, mais il faudra également qu'il y ait une délégation de formateurs qui va former ce personnel-là aux catastrophes, à la médecine des catastrophes. Certes, ils travaillent dans des zones qui ont tendance à être des zones sinistrées, mais ont-ils les qualifications en tant que médecin de catastrophe ou en tant que personnel intervenant de la médecine des catastrophes? Donc, la formation fait partie des points importants sur lesquels il faut insister. Ensuite, tout à l'heure, j'ai parlé de le diagnostic de la drépanocytose, ce qui est le cas dans les 2 histoires qui nous ont été racontées. Comment faire le diagnostic de la drépanocytose lorsque nous sommes dans une zone rurale? Mais là également, on va prendre 2 sous-points. Le premier sous-point, c'est d'abord reconnaître les signes cliniques de la drépanocytose. La drépanocytose en elle-même est une maladie génétique héréditaire qui se caractérise par 2 grands syndromes, qui est le syndrome de la crise vaso-occlusive, qui est celui-là d'un syndrome douloureux des extrémités osseuses. Au bas âge, on va avoir donc des tuméfactions des membres qu'on appelle donc le syndrome même-pied. Et le deuxième grand syndrome, c'est le syndrome donc de celui-là qui est de l'anémie hémolytique. Donc, on aura un patient qui aura de l'ictère, des urines foncées Coca-Cola en cas de fièvre et une anémie donc caractérisée par une pâleur, une asthénie physique. Donc, le personnel de santé qui évolue dans ces zones rurales-là, lorsqu'il se retrouve face à un enfant qui, dès qu'il a une petite fièvre, il a les yeux jaunes, il a les urines colorées, dès qu'il fait un effort physique important, il vient avec des douleurs, moins de petites infections, que ce soit même une petite griffe et tout, l'enfant est plusieurs fois transfusé, ce personnel-là doit être déjà apte à dire que nous suspectons la drépanocytose. Donc là, c'est déjà la reconnaissance des signes cliniques qui est important. Le deuxième sous-point, c'est comment faire le diagnostic, puisque le diagnostic de la drépanocytose, il est paraclinique, il n'est pas seulement clinique. Mais n'ayant pas l'électrophorèse dans les zones rurales, les personnels de santé peuvent s'aider d'un examen qu'on appelle le frottis sanguin. Le frottis sanguin, c'est quoi? C'est tout simplement l'examen qui permet de voir la caractéristique qualitative et non quantitative. La quantité, donc, c'est la numération foramen sanguine. Le frottis va lui permettre de voir la qualité des cellules. Et donc, comment faire le frottis? C'est tout simplement prendre une goutte de sang, mettre sur une lampe et tirer son frottis et le lire au microscope. Je sais que nous parlons de zones rurales, mais la plupart de ces établissements de santé, de ces centres de santé qui sont dans les zones rurales, ont quand même un microscope optique à leur disposition. Pour avoir fait l'intérieur du pays, je peux affirmer. Donc, avec ce microscope, on va lire cette lame
Et lorsqu'on va lire cette lame, on va donc se rendre compte qu'on appelle des drépanocytes, qui sont des globules rouges qui sont falciformés en forme de croissant. Et le fait que l'on puisse déjà voir ces globules rouges peut nous permettre déjà de affirmer, même si on ne va pas affirmer totalement, mais au moins d'affirmer que le patient que nous avons en face de nous est un patient drépanocytaire. Donc, voilà un peu les points sur lesquels nous, en tant que personnel spécialement, vous apporter. Donc, c'est d'abord faire de la formation continue, faire de la formation spécialisée à ces personnels-là qui n'ont pas les mêmes plateaux techniques que nous ici, par exemple, à l'hôpital ACC. Donc, il faut leur faire cette formation-là spécialisée, insister sur les critères de diagnostic de ces différentes pathologies. Ça sera le même processus pour un patient qui a un diabète, pour un patient qui a l'autre là. Je suis en zone rurale, je n'ai pas l'électrophorèse, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire le frottis sanguin. Je suis en zone rurale, j'ai un patient qui est tout le temps transfusé, à quoi je pense? Je peux penser à la drépanocytose. Si cette transfusion-là est associée à des signes d'hémolyse qui sont donc l'éclair et les urines foncées, si cette anémie-là intervient à chaque fois dans un contexte de fièvre ou d'infection. Et n'oublions pas qu'en zone rurale, il y a un deuxième grand groupe aussi d'anémie qui existe, qui est donc l'anémie par carence martiale. Et même cette anémie par carence martiale-là, on peut aussi, avec le frottis sanguin, la différencier de l'anémie hémolytique du drépanocytaire, parce que la carence martiale donne ce qu'on appelle une hypochromie. C'est-à-dire ce sont des globules blancs, des globules rouges, pardon, qui sont un peu pâles. Donc même au frottis, on verra que la couleur des globules rouges qu'on aura face à nous, donc ça ne sera pas des globules rouges qui seront falciformés, mais ça sera des globules rouges qui seront un peu pâles. Donc là également, avec le frottis sanguin, avec le peu de plateaux techniques qu'on aura sur place, on peut déjà faire ce qu'on appelle le diagnostic différentiel de la drépanocytose avec donc l'anémie par carence martiale. Donc voilà un peu les grands groupes ou bien les grandes solutions que nous, en tant que spécialistes dans la matière, en tant que personnes prenant en charge la drépanocytose, nous pouvons apporter. Comme je l'ai dit pour eux, je suis promotrice et coordonnatrice de la campagne La drépanocytose Parlons-en. Et cette campagne de la drépanocytose Parlons-en est axée sur 3 points essentiels. Le premier point, c'est la sensibilisation. Mais il y a également le deuxième point qui est donc la formation du personnel de santé sur les questions de la drépanocytose, pardon. Donc nous sommes ouverts à apporter ces formations continues-là au personnel de santé qui le désirera. Je vous remercie et nous restons donc ouverts à toute proposition. Merci beaucoup. Merci Dr Nzoto pour son éclairage professionnel, son engagement constant, tant en ville qu'en zone rurale. Son analyse nous rappelle une chose essentielle. Ce n'est pas la complexité de la maladie qui tue, mais c'est l'indifférence du système. Alors, que peut-on faire? En plus des magnifiques propositions faites par Dr Nzoto, nous devons également rendre le test de dépistage de la drépanocytose disponible partout dès la naissance. Des outils comme le Sickle Scan sont simples, rapides et abordables. Nous devons également garantir l'accès aux médicaments de base, aux transfusions sanguines dans chaque district sanitaire. Nous devons également créer des unités de soins de jour où les enfants peuvent être suivis sans avoir à parcourir des centaines de kilomètres. Nous devons numériser l'alerte médicale communautaire, former des relais à détecter les signes de crise et activer des circuits de transport d'urgence fiables. Nous devons faire de la drépanocytose une priorité de santé publique dans les zones rurales. Ce n'est pas une maladie rare. Non, la drépanocytose n'est pas une maladie rare, mais c'est une maladie ignorée. Ce que nous demandons aux décideurs au travers de cette vidéo, c'est d'intégrer la drépanocytose dans les plans d'urgence sanitaire. Créer un fonds national de prise en charge pour les enfants drépanocytaires, surtout ceux qui vivent en dehors des grandes villes. Soutenir la recherche, les cliniques mobiles, les évacuations médicales et les radios communautaires. Merci d'avoir regardé et écouté. Si cette histoire vous a touché, ne la gardez pas pour vous. Partagez-la, parlez-en et rejoignez l'appel au changement.
Je ne le dirai jamais assez, la santé rurale n'est pas un sujet secondaire, mais c'est une question de justice, de dignité et d'équité. À très bientôt. Je suis le docteur Grace Mabiala, médecin, scientifique social, la voix des sans-voix, debout avec et pour les populations rurales du Congo. Merci et à bientôt.